Dans le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui, 3 témoins cités par l'accusation ont comparu cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le témoin 161, qui a également le statut de victime, a fini son témoignage en début de semaine. Ce fut ensuite au tour du témoin 323, puis du témoin 159 de faire leurs dépositions respectives. Ces 2 témoins sont protégés par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de leur voix et la distorsion de leur image. Le témoin 323 a déclaré avoir été un soldat du camp UPC basé à Bogoro avant l'attaque de février 2003. Cette unité aurait constitué, selon le témoin, un bataillon composé de 340 soldats stationnés à l'Institut de Bogoro, dans les salles de classe et des petites maisons construites à proximité. Le témoin a indiqué qu'une tranchée avait été creusée tout autour de l'Institut pour protéger le camp et a marqué l'emplacement de cette tranchée sur une image satellite qui lui a été présentée au cours d'une audience. Il a également déclaré que les soldats de l'UPC avaient commencé à fuir vers le mont Waka lorsqu'ils se sont rendus compte que les assaillants étaient plus nombreux et mieux armés qu'eux. Le témoin aurait lui-même observé, à partir d'une cachette dans la brousse, des meurtres, destructions et pillages perpétrés par les assaillants. Il a été interrogé par Gilles Dutertre, substitut du procureur. Au moment où l'attaque s'est déclenchée, est-ce que vous dormiez ou est-ce que vous étiez réveillé? J'étais encore éveillé. Et pourquoi étiez-vous éveillé? Nous étions prêts et nous attendions l'ennemi. Voilà pourquoi nous devrions être éveillés. Est-ce que vous pouvez indiquer à Monsieur le Président, Mesdames les juges et à tout le monde, comment vous saviez que l'ennemi, vous avez indiqué notamment les Lendu et les Ngiti hier, comment saviez-vous que l'ennemi allait attaquer ce jour-là? Oui, nous les avons suivis en train de communiquer à travers notre appareil de communication. Les ennemis sont arrivés. Nous les avons vus à 4 heures du matin. Ils ont commencé à tirer sur nous. Et ils nous ont tiré de partout de notre camp de Bogoro. De la manière dont nous avons l'habitude de nous battre à Bogoro, en tout cas, ces jours-là, c'était exceptionnel. Les tirs étaient très nourris. Nous avons combattu de 6 heures jusqu'à... Nous avons combattu de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Après, il y a eu accalmie. Nous sommes rentrés dans notre camp. 15 minutes après, ils sont revenus. Alors, cette fois-là, ils ont tiré. Les tirs étaient très nourris. Nous avons résisté encore, mais nous n'avons pas pu résister à cette attaque. Les tirs étaient tellement nourris que nous avons compris, ce n'est pas seulement les Lendu ou les Ngiti qui nous ont combattus, mais c'était une coalition Lendu, Ngiti et les Ougandais. Lorsque nous avons vu l'intensité devenir inacceptable pour nous, nous avons demandé l'aide à Bunia. L'aide n'est pas venue. Nous avons abandonné la ville et nous avons pris la fuite. Nous avons beaucoup de regrets à cause du sort de la population. La population a été tuée. Toutes les pistes de sortie ont été fermées par l'ennemi. Nous avons essayé d'ouvrir un couloir au niveau de la colline de Waka pour pouvoir évacuer les populations. Ainsi, une partie de la population a pu prendre ce canal pour arriver jusqu'à Bunia. C'est de cette façon que l'attaque s'est passée. Est-ce que vous pouvez indiquer quel était l'âge du plus jeune attaquant que vous avez vu? Il y avait beaucoup de Kadogo. Ils étaient nombreux et participaient à la guerre. Je ne saurais vous donner leur âge. C'est quoi un Kadogo, monsieur le témoin? Kadogo signifie de petits enfants, de jeunes enfants. Vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Quelles armes portaient ces Kadogo? Ils n'avaient pas d'armes à feu. Ils portaient des flèches et des machettes. Et ils ne faisaient pas partie de la première ligne de combattants. Lors du contre-interrogatoire, les équipes de défense ont demandé au témoin 323 de préciser des éléments de son témoignage.
You've told us about how Vous nous avez dit que il y avait eu un avertissement par rapport à cette attaque et que ce fut le résultat de l'interception de communication. Ai-je raison lorsque je dis que vous-même, vous n'avez pas entendu ces communications, mais que vous en avez eu connaissance d'autres, de la part d'autres personnes? C'est exact. D'après ce que vous avez vécu comme situation de guerre, était-il possible que lors de ces échanges de tirs, vous ayez tué également les ennemis qui vous attaquaient? Quand vous avez beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans l'attaque. Je ne sais pas dire combien de personnes j'ai tuées. Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai pas de réponse à vos questions. Le témoin 159 a déclaré qu'il vivait à Bogoro au moment de l'attaque et se trouvait dans sa maison lorsque les combats avaient éclaté vers 5 heures du matin. Il se serait ensuite réfugié dans la brousse et aurait été en mesure d'observer ce qui se passait dans l'institut de Bogoro. Il a été interrogé par Diane Luping, substitut du procureur. J'ai passé la nuit chez moi. Et comme d'habitude, les femmes et les enfants ont passé la nuit au camp. Cette semaine-là, la semaine, il y avait eu plusieurs attaques. Le matin de ce jour-là, c'est-à-dire à 5 heures du matin, nous étions à la maison. J'ai entendu le premier crépitement des balles. C'était comme un signal. Directement, l'attaque a commencé sur Bogoro. Nous, les jeunes de Bogoro qui avions passé nuit à la maison, lorsque nous avions entendu ces crépitements des balles, d'habitude, nous prenions fuite vers les camps pour nous cacher. Mais ce jour-là, cela n'a pas été possible. L'attaque était d'une telle intensité qu'il nous était difficile d'aller nous cacher au camp. Ils ont tiré sur Bogoro, les jeunes sont sortis, ils ont fait de leur mieux pour résister, cela n'a pas été possible. Bogoro a été attaqué de deux côtés. L'attaque était d'une grande intensité, d'une très très grande intensité. Il y a eu plusieurs morts à Bogoro, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Bogoro. Il était difficile de sauver les vies humaines. Lorsque l'attaque a commencé, les assaillants avaient comme objectif d'attaquer les camps. Ils tiraient sur le camp. Les enfants qui étaient au sein du groupe de combattants, ceux-là que j'ai vus, ils sont entrés par le chemin qui vient de Guéti, dans le groupe de FRPI. Ils étaient armés. Ils devraient tirer et par la suite, ceux qui avaient des armes blanches comme des lances et des machettes, ils venaient achever la personne qui tombait. C'était des enfants qui n'avaient pas de pitié. Et ces enfants qui étaient combattants, est-ce que vous avez entendu quelqu'un leur donner des ordres? Oui, quand le camp est tombé, quand les assaillants ont pris les camps et quand Bogoro était tombé, à partir de ma cachette, j'ai observé ces camps. J'ai observé ce qui s'y passait. Et parmi les personnes que j'ai vues, c'est M. Ngudjolo. Et la deuxième personne, c'était M. Étienne. C'était quelqu'un qui habitait à Bogoro. Et quelque temps par la suite, j'ai vu son collègue Germain Katanga. Ils sont tous arrivés et ils sont arrivés au camp et ils ont commencé à féliciter les enfants qui étaient là. C'est à ce moment-là qu'il y a les ennemis qui ont continué à pénétrer dans les camps en train de faire leur besogne. Vous avez déclaré que vous aviez vu Ngudjolo donner des ordres à des combattants au camp. Ma question est la suivante. Après que vous ayez vu Ngudjolo donner ses ordres, est-ce que vous avez vu ces combattants faire quelque chose? Oui, lorsque Ngudjolo donnait ses ordres, les combattants
continuaient à combattre, ils continuaient à massacrer les populations. D'autres encore continuent à piller les biens. L'interrogatoire du témoin 159 se poursuivra le lundi 22 mars.